dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 94 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com patreon/Clémentine Sarlat. Dans ce podcast, j'aime beaucoup mettre en avant le métier de doula. Je vous le rappelle, doula vient du grec et signifie au service de. C'est un métier exclusivement féminin qui vise à accompagner les femmes et les familles dans diverses étapes de leur vie et plus particulièrement la maternité. Ce métier est devenu très visible sur les réseaux sociaux ces dernières années. Pour autant, il manque encore de représentation réelle de la population. Comprenez ? C'est encore, malheureusement, un métier majoritairement blanc. Dani Yukudogbe est doula et sophrologue à temps plein. Au fil des naissances de ses 3 filles, elle a écouté son cœur pour devenir doula. Avec Dani, j'ai voulu évoquer l'accompagnement des femmes noires, des femmes issues de l'immigration ou de cultures et religions diverses. Notre société occidentale, et particulièrement la France, laisse encore peu de place à la pluralité. Dani raconte à travers ses expériences, ses apprentissages et son écoute ce qu'elle apporte aux mères qu'elle entoure. On y parle de circoncision, d'excision, de non-jugement des us et coutumes d'autres cultures. Des traumatismes aussi, laissés par des siècles d'esclavage et de maltraitance envers les femmes non blanches. Dani aborde le thème de la transgénérationnalité qui impacte les femmes aujourd'hui et comment arriver à faire la paix pour mieux vivre sa maternité. Merci Dani d'avoir accepté mon invitation et je le redis, je suis la première à devoir faire ce travail si important de représentativité dans ce podcast pour qu'il soit une source d'informations précieuses pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Dani, ça va ? Oui, très bien. Et toi, Clémentine ? Super bien. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est croisés toutes les deux, je tiens à le dire, mon mommy brain en puissance, puisque hier on devait enregistrer, j'avais en fait rendez-vous chez la sage-femme, mais j'avais oublié. C'est des choses qui peuvent arriver, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, je me suis dit que tu comprendrais quand même. Complètement, j'ai connu. Alors, déjà, premièrement, tu as 3 enfants. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as vécu ta matrescence il y a plus d'une dizaine d'années maintenant ? Il y a 13 ans, la matrescence a été assez violente. Je ne m'attendais pas à ça. À vrai dire, je m'attendais à rien parce que je n'ai absolument rien préparé. Et du coup, ça a été hyper violent parce que j'étais un peu la première de mon entourage à vivre ça. Et puis, l'inconnu total.
J'étais la première de mon côté, mais aussi, du côté de mon mari et on s'est absolument pas préparé, déjà en termes de parentalité, en dehors de lire un livre ou 2 sur, «J'éduque mon enfant» ou un truc de ce genre-là, rien d'autre. Donc voilà, ça a été assez violent, la solitude. À un moment, je me suis posé, la question d'une dépression et j'ai été entourée, mine de rien et je pense que ça m'a permis de rebondir et en même temps, je me suis aussi, je vais dire, interdite de vivre réellement une matrescence parce que j'ai repris le travail très tôt, trop Mmh. tôt aujourd'hui, je te dirais. Heu, mais c'est peut-être aussi ce qui m'a permis, à ce moment-là, de sortir un peu de ce tourbillon. Voilà. Donc Et oui, ça a été l'ambivalence. vraiment violent, ouais, quand même. Mmh. Et puis il y a 13 ans, on parlait en tout cas, il y avait pas les réseaux sociaux, Oui, pas comme tout à là. fait. On parlait pas de tout ça, il y avait pas, tu pouvais pas aller chercher sur, le Instagram ou Facebook des groupes ou des choses qui Non, te non, pouvaient te non, dire: «Ah, je suis pas bizarre, il y a d'autres femmes qui vivent ça». ouais. Non, non, c'est un peu, j'ai envie de dire, tu es comme jeté un peu dans la fosse aux lions. «Allez, vas-y!» ou alors dans le grand bain et ça a été vraiment ça. J'ai découvert, sur le tas, en fait, ce qu'était la maternité déjà et puis, l'après, le postpartum. Voilà, ça a été, une grosse découverte et en même temps, j'ai envie de dire la première base d'ensuite ma conversion en tant que doula, je pense. Et pourtant, j'ai été bien entourée. On est un peu une famille matriarcale, hein, chez nous. Et du coup, j'avais, maman, la sœur qui étaient très présentes, bien qu'ayant, elles-mêmes leur propre vie professionnelle et cetera. Mais, très attentives et cetera. Mon mari un peu plus décontenancé, il s'attendait pas à me voir, entre guillemets «un peu sombrer». Heu et puis après, ben, oui, voilà, la reprise du boulot a fait que, c'est comme si j'étais aspirée, vers autre chose. Mais c'est bien parce que ça montre aussi que tu as vécu ça il y a 13 ans, ça t'a pas empêché d'avoir d'autres enfants après, Oui, dans heureusement. d'autres circonstances et voilà. Oui, c'est vrai. Hem, à l'époque où toi tu as des enfants et enfin en tout cas ta première fille, on n'aborde pas du tout le prisme du multiculturalisme. Oui. Oui, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Et les spécificités, liées à ça. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Parce que je suis la première à avoir fait cette erreur de représenter que des femmes blanches, alors que bah non, la société française, c'est pas ça. Et il y Elle a est 13 ans, plurielle, ouais, j'imagine encore moins. complètement. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Et bien, ça a commencé déjà pendant la grossesse, j'ai envie de dire. Parce que pendant la grossesse, s'est posé la question, pour moi et mon mari, du choix des prénoms, concernant notre fille et on a fait le choix alors elle a un premier prénom, qui nous ressemble, et par contre elle a un second prénom qu'on lui voulait, à cette époque-là, hein, la femme d'il y a 13 ans, on a pensé qu'il lui fallait un second prénom plus français. Hmm. Ouais, parce qu'on s'était dit à cette époque-là, ben, si jamais selon le milieu professionnel ou l'école dans laquelle elle va, si elle veut se faire appeler autrement, ben, au moins elle a la possibilité de sembler plus française. Voilà. Alors qu'on est français tous les 2, hein, mais on s'est posé cette question-là et on l'a fait. Du coup, elle est la seule de nos filles à avoir un prénom choisi, expressément pour ça. Voilà. Ensuite, pendant mon accouchement, j'ai subi du racisme. J'ai eu 2-3 remarques, vraiment pas sympas, c'est le cas de le dire et avec un prisme raciste concrètement et sur le coup, je ne le perçois pas comme du racisme, en fait. Je le comprends pas parce que moi, je suis dans mon truc, et c'est maintenant avec le recul que je comprends, heu, ce qui s'est joué à ce moment-là. Et un autre fait aussi, c'est qu'on m'a dit pendant ma grossesse: «Oui, mais de toute façon, les femmes comme toi, elles ont un bassin étroit, vous pouvez pas accoucher», voilà. Donc mais à cette époque-là, je ne doute de rien. Pour moi, non, c'est anodin. En fait, ça ne l'était absolument pas, mais je l'analyserai beaucoup plus tard. Et tu penses que ça a eu un impact sur ton accouchement, par exemple? Oui, mais pas que.
Alors, c'est pas le seul élément qui fait que. Il y a aussi d'autres aspects, j'ai envie de dire, transgénérationnels, culturels aussi. Mais ça a été quand même, j'ai envie de dire, comme une idée qu'on a implantée en moi. De toute façon, on n'essaye pas, vous n'y arriverez pas. Voilà. C'est la double peine. On dit déjà ça de base aux femmes, Oui, qu'elles ne savent pas vraiment accoucher, qu'elles ont besoin de toute la médecine et tout ça. Mais alors, en plus, on rajoute le prisme de la exactement. couleur de peau, Ouais, c'est ça. qui n'a rien à voir avec la taille du bassin. On va le Non, non, dire et non, voilà, ça redire, c'est un c'est une mythe. fausse C'est un croyance. mythe, c'est une fausse croyance et d'ailleurs qui perdure encore dans certaines écoles, malheureusement. Mhm. Bon, alors raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu devenir doula. J'ai envie de dire, premièrement, doula, je pense que je l'ai toujours été, au fond de moi. Mm. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément des doulas dans tout ce qui est périnatalité, autour de la naissance. Mais les doulas, elles sont là, réellement, pendant toutes les tranches de vie. Il y a des doulas qui accompagnent le féminin tout court, il y a des doulas qui accompagnent la fin de vie, il y a des doulas qui accompagnent juste le deuil. Euh, dans dans tous les épisodes marquants d'une vie d'une femme, les doulas peuvent être présentes. Et du coup, ça, je pense l'avoir toujours été. Au fond de moi, depuis petite, j'ai envie de dire, j'attire un peu à moi les personnes qui ont besoin d'une oreille, juste parfois, ou de conseils, ou voilà, qui ont besoin de se confier. Et les maternités, tu t'en doutes bien, je ne te l'apprends pas, ça transforme. Et au moment où il y a un peu plus de 5 ans, il y a 6 ans en fait, lorsque je suis tombée enceinte pour notre deuxième fille, je savais déjà que tout allait changer. Et, euh, et j'ai décidé concrètement en fait d'épouser pleinement ce qui m'appelait. Voilà. Et, euh, et c'est là que j'ai pris le tournant vers la profession de doula et que j'ai décidé de me former. Ça a Et en même été temps, j'ai envie de une dire, révélation ou non? j'ai envie de dire, c'est mes postpartum aussi qui ont fait que je me souviens à certains moments en train d'allaiter ma seconde. Et je me disais, mais en fait, là, j'ai juste besoin d'une personne qui vient me masser, qui vient parler avec moi. Je suis toute seule, j'en peux plus. Et puis, je pleure en même temps, je donne le sein. Bref, le postpartum. Et j'ai lu des articles sur les doulas. Et j'ai dit, mais en fait, c'est moi. Je veux ça, je veux ça. Et en fait, j'ai décidé d'offrir ce que moi, j'aurais voulu. Voilà. Est-ce que ça a été une transition difficile? Parce que j'ai fait plusieurs fois des épisodes avec les doulas et on a toujours parlé de l'aspect aussi financier parce qu'en France, Ouais. doula, c'est pas du tout un métier ni reconnu ni commun et qu'il faut pouvoir arriver à faire ce jump un peu entre la vie pro qu'on avait avant et ce qu'on désire faire pour accompagner les femmes. Comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment-là? C'était direct, t'es devenue doula à temps plein? Comment tu gères? Alors non, ça a été une transition. À vrai dire, avant d'être doula, moi j'étais dans les ressources humaines, dans l'industrie, donc complètement autre chose. Et en fait, au moment de partir pour mon congé maternité, je savais que je ne reviendrais pas. Déjà, d'emblée. Et je me suis dit, ma vie n'est plus ici. Je ne m'épanouis plus. J'ai vraiment envie de faire ce qui m'appelle au plus profond de moi. Et en même temps, j'ai décidé d'être là pour mes enfants, enfin, à cette époque-là pour ma seconde fille et pour ma grande. Et du coup, je savais que j'allais prendre un congé parental. J'ai pris ce congé parental et puis entre-temps, une troisième petite princesse s'est invitée et puis elle a été pleinement accueillie. Et ça m'a permis d'autant plus en fait de continuer sur ce chemin-là. Et du coup, au début, c'était des accompagnements ponctuels, un par-ci, par-là, tout en restant en même temps présente pour mes enfants. Et puis, j'ai envie de dire, depuis l'année dernière, là, c'est à temps plein. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, t'as été étape par étape, Oui, tranquillement. tout à fait. Mhm. Voilà, ça n'a pas été violent pour moi. Mais même être à temps plein, il y a peu de doulas en France qui peuvent être à temps plein pour accompagner les familles, les mamans. Et c'est marrant ce que tu disais sur toutes les étapes de vie parce que doula en grec, c'est au service d'eux. Donc c'est vrai que
c'est toute la Mais vie oui, qu'on peut être mm, au service de quelqu'un pendant une période. exactement. Mm, Exactement. mm. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ouvre le champ des possibles. Oui, je suis doula et en effet, la périnatalité prend le plus de place, mais je peux être aussi là pour d'autres époques, pour d'autres épisodes de vie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu proposes dans ton accompagnement? Parce que tu es aussi formée en sophrologie, Oui. tu parles beaucoup du féminin. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout d'abord, moi je vais dire que je suis multicasquette. Je suis doula et ça c'est une profession à part entière. Et je suis sophrologue également depuis peu. Je me suis formée pour et du coup, j'accompagne, mais en fonction de la personne que j'ai en face de moi, elle peut avoir besoin soit d'une doula, soit d'une sophrologue, soit des 2. Et dans ce cas-là, je suis là aussi mais c'est bien 2 accompagnements distincts. Voilà, c'est pas une grosse enveloppe où on met un peu de tout. Moi, je distingue bien les 2 parce que, bah, c'est comme ça que pour moi, pour le moment, ça m'appelle et puis, j'aime bien que les choses soient claires pour les personnes que j'accompagne. Voilà, que ce soit pas un mélange de plein de choses et qu'on sache plus au final qui est quoi. Quand je suis dans mon rôle de doula, je suis une doula et puis j'accueille et mes bras et mon cœur sont grands ouverts. Quand je suis sophrologue, par contre, là, j'ai une éthique qui est différente et il peut m'arriver de mettre un peu plus de distance aussi parce que face à une femme qui m'engage en tant que doula, je suis sans filtre. Par contre, quand je suis sophrologue, là, on met un autre filtre. D'ailleurs, je vous vois en tant que sophrologue, alors que dès le premier appel téléphonique, en tant que doula, on est dans le tutoiement, on parle de tout, de rien, voilà. Oui, c'est sûr que oui, une doula qui vous voit, ça ferait bizarre, je crois. Oui, exactement, je trouve aussi. Bon, après, chacun, Chacun, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que on se confie des choses tellement intimes, mine de rien, que il est plus facile, je trouve, de se tutoyer. Et puis Mhm. j'accompagne également le féminin, c'est-à-dire je me suis également formée dans tout ce qui est sexualité pour pouvoir accompagner les femmes que je rencontre. Parce que mine de rien, et ça je pense qu'on pourra en reparler, y compris les femmes déjà ont besoin de se réapproprier leur vie, leur féminité, leur sexualité, mais les femmes noires d'autant plus. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ça a longtemps été un tabou, quelque chose qu'on s'interdisait, et parce qu'il y a de nombreux traumas que d'autres n'ont pas connus, tels que les viols, les stérilisations forcées, etc., etc. Oui, on va reparler parce que j'ai une question sur ça Bien justement. sûr, Tu vas nous dire. Alors, justement, quand on accompagne des familles qui sont soit issues de l'immigration, soit avec des cultures diverses et variées, parce que ça peut prendre toutes les formes, ou des religions bien sûr. différentes, et des rituels aussi qui sont différents, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir les accompagner au mieux et être à la juste place? Euh, Premièrement, j'accueille tout le monde et sans jugement. Ensuite, je trouve, et là je vais être un peu, comment dire ça peut choquer, mais je trouve qu'en France, on a un don, on a plein de dons, on a plein de qualités, mais on aime bien faire l'autruche. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont. On a mis du temps en France à appeler un noir un noir. On l'a appelé black, on l'a appelé racisé, on l'a appelé, ben non, noir en fait. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me choque pas. Je suis noire et il n'y a pas de problème avec ça. Et on a du mal à nommer les choses. Et on a tendance souvent, en France, à voir ce qui se passe ailleurs, par exemple aux États-Unis, euh, et à ne pas savoir analyser ce qui est chez nous. Le racisme a été très présent et est encore présent aujourd'hui en France. C'est un fait. C'est pas une appréciation, c'est un fait. Le racisme de base, c'est le fait de juger différemment. Ce n'est pas le fait de, en fait, pardon, je m'embrouille un peu, mais c'est pas le fait d'aimer ou pas un noir ou une autre culture. C'est le fait de penser la sienne au-dessus d'une autre, de mettre une échelle de valeur. Et mine de rien, ça existe encore en France. On pense que la culture française, occidentale,
est au-dessus de certaines autres cultures qu'on pourrait juger de sauvages ou primitives, etc. Moi, lorsque j'accompagne quelqu'un, qu'il soit blanc, chinois, noir, arabe, peu importe, euh, j'essaye de mettre les compteurs à zéro, premièrement. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre ou en dessous. Et ensuite, je vais m'intéresser à l'autre. Et c'est une chose que souvent on ne fait pas parce qu'on pense que sa culture est au-dessus. Moi, je m'intéresse à la personne qui est en face de moi. Et je suis capable aussi de m'intéresser à ses pratiques qui peuvent être différentes. J'ai fait un post récemment sur Instagram qui a suscité pas mal d'émoi, lorsque je disais que dans d'autres cultures, il y a des pratiques qui, en France, pour la culture occidentale, pourraient choquer. Tu vas chez les Juifs, un bébé est circoncis à 8 jours. La plupart des bébés afro-descendants sont circoncis. Et c'est même pas une histoire de religion. C'est que voilà, c'est culturel. Les bébés les enfants garçons sont circoncis. Tu as des femmes qu'aujourd'hui moi je rencontre. Elles ont environ mon âge, ou voire même plus jeunes, et elles ont été excisées. C'est un fait. J'essaye de ne pas avoir de jugement de valeur là-dessus. Oui, j'ai mes opinions. Ça n'empêche pas d'être celle que je suis. Mais il y a parfois des pratiques maladroites en tant qu'accompagnante, qu'on soit doula, sophrologue, sexologue ou autre, c'est de dire oh, ma pauvre, mais c'est horrible ce qu'on t'a fait. Non, moi déjà, je vais accueillir et je vais te demander comment tu le vis aujourd'hui. Il y a des femmes, elles ont été excisées, elles le vivent très bien. Ça va choquer ce que je dis, mais c'est véridique et j'en ai rencontré. Elles le vivent très bien parce que déjà, il y a plusieurs types d'excision et selon la façon dont on a été éduqué, ce qu'on a vu autour de soi, le paradigme qu'on a épousé, on ne vit pas les choses de la même façon. Et du coup, en fait, moi, je ne vais pas fustiger les gens qui t'ont excisé. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, je vais accueillir ton ressenti. Si tu le vis bien, c'est OK et c'est pleinement accueilli. Si tu le vis mal, c'est OK, c'est légitime et c'est pleinement accueilli. Tout autant. Ça, déjà, c'est une chose qu'on doit arrêter de faire, c'est de mettre un jugement de valeur sur ce que les autres ont subi de façon consciente ou inconsciente. Premièrement, on accueille. Ensuite, s'intéresser à la culture de l'autre. Par exemple, une femme que j'accompagne, si elle me dit ben voilà, après-demain, mon bébé de 6 jours, on va le circoncire. Je vais pas te dire oui, mais attends, les besoins, les neurosciences ont prouvé que c'est pas mon rôle, c'est pas ce que tu m'as demandé. Pourquoi je vais émettre un jugement de valeur? Je sais même pas dans quelles conditions vous allez faire ça. Donc, pourquoi est-ce que je vais mettre un jugement et t'empêcher en fait d'être entière? Parce que mine de rien, la peur du jugement de l'autre fait qu'on met un filtre et on n'ose pas exprimer celle qu'on est. Et il y a des familles qui n'osent pas dire à leur doula ou à leur médecin on va aller circoncire notre bébé. Parce qu'elles se disent ça va être mal accueilli, on va encore nous prendre pour des sauvages, etc. Et ça, je pense que c'est une erreur. Et ensuite, je m'intéresse à l'histoire des peuples. Par exemple, et là je vais prendre l'exemple de ma culture, moi qui suis noire, en Afrique, quels que soient les pays, il y a eu l'esclavage, ça a marqué l'histoire des Noirs. Il y a eu des viols, parce que les viols sont aussi une arme de guerre. Il y a eu des stérilisations forcées, il y a eu des méthodes contraceptives forcées, il y a eu des IVG forcées, tu prends l'exemple de la Réunion. Ça compose ton histoire de femme ou d'homme. Et du coup, quand j'ouvre ce prisme-là, ça me permet de mieux comprendre et accueillir la personne que j'ai en face de moi. Et souvent, une erreur qui peut être faite, c'est de ne pas s'intéresser à l'histoire d'un autre. Parce que, du coup, on n'a pas l'intégralité de tout son être. Il y a des personnes, elles agissent de telle façon. Par exemple, je vais parler pour mon cas, les Malgaches, elles ont un tabou à parler de sexe. Dans nos familles,
À Madagascar, on parle pas de sexe. On essaye d'être lisse, il y a pas de problème. On dit toujours que tout va bien, alors que le ciel vient de tomber sur la tête, mais ça va, tout va bien. On dit Tsimani, c'est pas grave. Euh, Ça fait partie de notre culture. Moi, le fait de savoir que chez toi, ça se passe souvent comme ça, bah, si tu me dis non, ça va, tout va bien, comment ça va réellement? Attends, mais... Tu comprends? Oui. Par exemple, chez les Maghrébins, je sais qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place, une autre culture. Euh, chez les Sénégalaises, c'est assez matriarcal. Il y a des secrets de femmes qui se... Tu vois, on part pas toutes du même point. Et du coup, l'égalité des chances, je vais être très honnête avec toi, je n'y crois pas. Pour moi, c'est un leurre, surtout en France. Ce n'est pas vrai. Mais moi, j'essaye, du coup, si toi tu pars il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais si tu pars de -15, bah, j'essaye de te le fournir, ce -15 jusqu'à 0, pour que tu partes du même point que l'autre. Parce que je trouve vraiment injuste, au plus profond de moi, que des femmes qui vivent dans un même endroit n'aient pas toutes les mêmes chances. Euh, Avant, il y a par exemple 2 ans, ça me rendait dingue de voir qu'à Paris, il y avait des cercles de femmes, que dans les PMI, ça parlait portage, allaitement, des papotes, etc. En banlieue, parce que moi je suis banlieusarde, il n'y a rien. Je trouvais ça injuste et je dis non, mais euh, issu de l'immigration et en plus banlieue, les femmes, triple peine. C'est cuit pour toi. Et du coup, j'essaye un peu de combler ça. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu penses qu'on est encore, et je le dis et je le redis, j'ai fait partie du problème dans une maternité qui est très blanche, très orientée sur, voilà, je suis le stéréotype de ce qu'on peut imaginer d'une femme enceinte ou mère, au lieu de pouvoir représenter la diversité et que c'est pluriel. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est toujours dans ce modèle-là et qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'en France, on a refusé aujourd'hui d'aller déterrer notre histoire. Mm. Je vais te donner un exemple. En France aussi, on parle souvent des États-Unis, hein. En France aussi, il y a eu des femmes blanches, qui ont forcé des femmes noires à allaiter leurs bébés. Des enfants noirs sont morts à cause de ça. On n'accepte pas en fait de se regarder en face parce que c'est des périodes sombres de notre histoire, mine de rien. Mais elles se sont pas passées qu'aux États-Unis. L'esclavage, ça a été tout un phénomène, j'ai envie de dire, mondial. Il y a eu tout un circuit de mise en place. Et du coup, en France aussi, tant qu'on n'acceptera pas euh, de se tenir droit devant un miroir et de dire, ben oui, ici, on a participé à ça. Alors, c'est pas moi de façon personnelle, ça n'a rien de personnel, mais d'un point de vue collectif. On a participé à ça, on a participé à ça. Notre continent, l'Europe, s'est construit aussi sur le sang des autres. C'est un fait. C'est pas uniquement les États-Unis qui se sont construits comme ça. C'est l'Europe s'est construite parce que d'autres sont morts, parce que d'autres ont saigné, parce que d'autres ont bossé pour ça. Et du coup, ça m'amène à être consciente que chez d'autres peuples, y compris les femmes noires, il y a des traumas. Beaucoup de femmes noires aujourd'hui n'allaitent pas. D'ailleurs, ça me rappelle Mm. que quand ma grand-mère, du haut de ses 89 ans à l'époque, j'allaitais ma fille, une de mes filles, devant elle, et elle était choquée, mais choquée. Elle m'a dit, mais de mon temps, ça se faisait pas. C'était les pauvres qui faisaient ça, les villageois. Ben, en fait, oui, elle a connu la colonisation. Et elle a eu la chance, entre guillemets, de faire partie de ceux qui étaient à la capitale, qui avaient certains droits par rapport aux villageois. Et du coup, on va dire, elle était de la haute bourgeoisie à Madagascar. Et elle pensait du coup qu'elle n'avait pas besoin d'allaiter. Écoute, il y a des biberons, on a les moyens d'acheter des préparations commerciales pour nourrissons. Et du coup, après, elle a été émerveillée en fait. Elle s'est dit, mais en fait, c'est beau. Moi, j'ai pas pu faire ça. Mais tu vois, dans l'inconscient collectif, il y a eu des choses qui ont été implantées de manière plus ou moins consciente euh, et qui nous ont menés là. Et aussi, nous, en tant que femmes noires, on a ça à transcender.
On a besoin, nous aussi, de nous regarder dans le miroir et de dire, ben oui, on a traversé ça, mais du coup, moi, je sais que j'ai cette épreuve-là à surmonter. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je repense, tu vois, aux cours d'histoire que j'ai eu sur et la colonisation et l'esclavage et on apprend les faits, la base, mais jamais j'ai eu dans un cours d'histoire quelqu'un qui m'a dit ben, les femmes, elles ont en plus souffert parce qu'on leur a pris leur bébé, parce qu'on a forcé à allaiter les bébés blancs, parce que tu vois, les femmes noires, elles font pas partie de l'histoire. On Ouais. parle beaucoup de la déportation des hommes noirs, c'est Ouais. vrai, mais clairement, c'est moi en devenant mère, en m'intéressant au sujet, que j'ai compris qu'il y avait eu des traumas parfois bien plus Ouais. sévères et impactants sur les femmes, en fait. Ouais. Et que le résultat en 2021, il est là. Le viol est une arme de guerre, et puis on dit souvent, si tu veux détruire un peuple, tu détruis la femme. C'est elle qui est le socle de tout. Elle porte les enfants, donc la future génération. Et puis quand on parle du transgénérationnel, en plus, on comprend d'autant plus l'impact. Une femme qui subit un trauma, il se passe quelque chose au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau hormonal. Et elle a un petit être à l'intérieur d'elle qui, mine de rien, subit aussi les mêmes bouleversements hormonaux. Il baigne dans ces hormones-là et de façon inconsciente, c'est ce qu'il va porter génétiquement parlant. Et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je n'ai pas subi l'esclavage. Oui, j'ai subi du racisme, mais j'ai pas connu l'esclavage. Mais il y a certaines choses, certains événements qui peuvent faire réapparaître des peurs qui ne m'appartiennent pas forcément. C'est en toi. Ouais, Je sens tout que c'est à fait. ancré en toi. Ça peut réactiver des traumas. Tu l'as mentionné, hein, on parle beaucoup des États-Unis. D'ailleurs, je recommande un super reportage sur Arte sur la maternité noire et les conséquences dramatiques que ça a sur les femmes qui meurent malheureusement en accouchant. Ouais. Parce qu'on a des stats aux US, Oui. parce que à côté de ça, on peut les critiquer, mais ils arrivent à cibler et à connaître telle ou telle population si elles sont victimes de discrimination, ce qui n'est pas le cas encore en France. Exactement. Mais toi, dans ta pratique, qu'est-ce que tu constates au quotidien, vu que j'imagine tu accompagnes principalement des femmes noires? Alors, j'accompagne de tout. C'est marrant. Alors, au tout début de ma pratique, c'était principalement des femmes blanches ou pas de noirs. Et depuis le confinement, je pense que ça s'est vraiment... je pense que le champ des possibles s'est ouvert. On en parle d'ailleurs beaucoup plus, des doulas. Et du coup, c'est ce qui fait que de plus en plus de femmes noires acceptent de s'offrir cela, un accompagnement, parce que c'est un cadeau qu'on se fait, mine de rien. Ça a un coût, c'est sûr, mais du coup, tu sais, le stéréotype qu'on porte depuis des générations de la femme noire qui est forte, qui a besoin de personne, du coup, ça y est, on accepte de faire tomber la carapace et les femmes noires acceptent d'oser se montrer vulnérables aussi. Et ça, c'est chouette, je suis vraiment contente. Et du coup, chez les femmes noires, ouais, qu'est-ce que tu constates par rapport à ta pratique? Est-ce que tu vois au quotidien par rapport à ça? Alors déjà, je le rappelle, et là, c'est pas pour toi, mais l'Afrique, c'est 54 pays. On est vraiment 54 pays et puis des milliers d'ethnies. Mais du coup, selon les coins d'Afrique, j'ai envie de dire, par exemple, en Afrique de l'Ouest, tout ce qui est féminin, il y a une transmission. Les femmes parlent entre elles. Afrique de l'Est, moins, et du coup, là, il va y avoir un tabou. Un tabou qui est aussi hérité de tout ce qui est colonial. Il y a eu la religion, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que, et puis beaucoup de viols de guerre là-bas. Et du coup, là-bas, il y a beaucoup de traumas qui sont pas forcément évoqués. On n'ose pas se les dire. Et puis, tu as d'autres coins d'Afrique où il y a des tabous aussi, mais il y a aussi une transmission. Voilà, ça dépend vraiment aussi de comment l'immigration en France a été vécue. Parce que la génération, par exemple, de mes parents, moi je suis de 84, la génération de mes parents, ils sont arrivés en France, leur but, c'était de se fondre dans la masse, essayer de pas être différent. Nous, on est la génération où on questionne tout. On veut se réapproprier nos vies, on veut se réapproprier notre féminité, on veut se réapproprier notre maternité. On a envie d'être l'égale de toute autre citoyenne de France.
Du coup, on ose bousculer un peu les codes et, euh, et du coup, ça réveille certains traumas, euh, y compris ceux dont on n'avait pas le droit de parler auparavant. Hmm. Et par contre, concernant l'enfantement, il y a comme un mythe qui perdure un peu dans ma génération. C'est, on se dit, même lorsqu'on a peur d'enfanter, tout de suite, il y a quelqu'un, une tantine qui va nous dire non mais on a accouché nous et puis on fait ça depuis l'aube des temps. Alors et du coup, on n'ose pas aller explorer nos peurs. Mais en fait, on a des peurs qui sont légitimes. Il y a des femmes qui nous ont précédées, à qui on a arraché leur bébé. Il y a des femmes qui sont mortes en couche. Il y a des femmes à qui on a ligaturé les trompes de force. Et, euh, et c'est des traumas qui sont légitimes. Et si on ne va pas creuser, déterrer tout ça, on n'arrivera pas à le transcender. Ouais, tout à l'heure, tu le mentionnais, mais il y a aussi à La Réunion des bébés qui ont été volés, Oui, concrètement par tout à l'État fait. français, Pour qui aller ont été amenés en repeupler métropole, des départements français, en exactement. France. Ouais. Donc, bon, il y a des traumas qui sont plus que légitimes, Tout comme à tu fait. dis, de ce côté-là. Mais tout à l'heure, ma question, c'était plus qu'est-ce que tu constates par rapport au milieu médical, à la prise en charge des soins face aux femmes noires, parce que tu vois, aux États-Unis, il y a les femmes noires meurent, je crois que c'est 20%, plus c'est horrible, les stats aux US. Comme on n'en a pas en France, on ne peut pas savoir. Ouais. Mais ça m'intéresse, toi, dans ta pratique, ce que tu constates encore en 2021 sur ces thèmes-là. Les violences, déjà, je vais parler des violences obstétricales et gynécologiques. C'est le lot. Alors, toute, Oui, euh, toute origine oui. confondue, on peut y être confronté. Toute femme, quoi. Quand on est Exactement. femme de base. Mais il y a une infantilisation plus concernant les femmes noires. Pourquoi? Parce que les femmes noires, déjà, sont, entre guillemets, elles ont ce mythe du médecin, il sait tout. On lui fait confiance, il est au-dessus. Comme je t'ai dit, la génération de nos mères, elles voulaient se fondre dans la masse, pas faire de vagues. Faut pas crier, faut pas pleurer, faut pas t'habiller n'importe comment. Tu mets ton bébé dans une poussette et tu fais pas de vagues. Du coup, c'est un mythe qui perdure. Le médecin, il a fait des études, il est civilisé, tu comprends. Et puis, c'est un homme de science. Voilà. Donc, on lui fait confiance. Et du coup, il y a certaines femmes, elles remettent rien en question. Elles acceptent. On te dit, tu vas accoucher comme ça, les deux pattes en l'air, et puis tu dis rien, et puis on va faire une épisio. Ben, c'est OK, en fait, il sait ce qu'il fait. Parce qu'aussi, ce mythe en nous perdure. Non, mais tu te rends compte, il y a des femmes au village en Afrique, elles meurent, elles n'ont pas la chance d'avoir la médecine. Mais en fait, il y a un entre-deux. La médecine, ça a du bon, bien évidemment, ça a sauvé des vies. Sauf qu'il y a un équilibre à atteindre entre les deux extrêmes. Voilà. Autre chose, il y a cette facilité du corps médical, je vais être honnête, à tutoyer les patientes Les noires. femmes noires. Ouais. Ah ouais. D'emblée, parce qu'on se dit, chez elles, on tutoie, donc on tutoie. Donc, vas-y, tu te mets sur le côté, tu fais ça, et t'inquiète pas, ça va aller. Ben non, en fait. Non. Mets une barrière, la même barrière que tu mets entre Mathilde à côté et moi, mais là aussi avec moi, en fait, le même respect. Il y a aussi il y a le mythe médical du bassin des femmes noires qui serait plus étroit, le syndrome méditerranéen aussi, qui concerne les femmes du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Non, mais de toute façon, euh, elle fait tout un pataquès. Elles ont l'habitude de hurler. C'est en elles. Ben non, en fait, elle a peut-être vraiment mal. Et sa notion de la douleur, elle est à prendre en compte. C'est-à-dire que le corps médical va encore moins croire parce que je le dis parce que de base, quand même, Oui. on peut, toute femme confondue, se dire qu'on est peu écouté quand on dit qu'on a quelque mais chose, oui, c'est un fait. de base. Oui, Mais quand tu es une femme noire, oui, tu vas te heurter encore plus oui, à cette non-écoute oui. de ce que ton corps Et ça ressent. se fait, quand je dis ça ne veut pas dire que le médecin ou la sage-femme qui pratique cela est raciste. Mais c'est un acte raciste. Mhm. Voilà. Et c'est là, en fait, la nuance. Souvent, ça heurte quelqu'un quand tu dis oui, mais ça, c'est raciste. Mais non, c'est un fait raciste. C'est un acte raciste. Ça ne veut pas dire que toi, tu l'es, mais tu utilises des choses qui le sont. Donc, il faut se remettre en question. Il faut qu'en France, on accepte de se remettre en question. Et qu'on accepte que
le paradigme français, occidental, n'est pas forcément le mieux. En fait, il n'y a pas de mieux et il n'y a pas de moins bien. Ils sont tous OK parce que, j'ai envie de dire, on voit tous midi à sa porte, tout simplement. Oui, mais c'est vrai qu'une fois que tu commences à creuser sur le monde de la maternité-parentalité, tu te rends compte que toutes les traditions, les rituels ancestrales et ancestraux, et qui perdurent dans certaines cultures, que ce soit en Afrique du Nord ou dans d'autres pays africains, tu te dis, mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est vous qui avez raison, Mais en fait, et c'est nous, on n'a qu'ils ont rien un compris. sens. Ils ont un Oui, sens. C'est que souvent, ou on en dit, non, Asie mais eux, d'ailleurs. ils font comme ça, et puis c'est moyenâgeux, etc. C'est rétrograde, oui. Exactement. Sauf que quand tu questionnes le sens, l'origine de ça, tu comprends qu'en fait, c'est pas si insensé que ça. Aux États-Unis, par contre, on est beaucoup plus à l'aise avec parler des couleurs de peau, de Oui, race. Eux, oui. ils parlent de race, hein. Et du coup, il y a quand même un discours qui est plus libéré et des formations, par exemple, pour Oui. accompagner les mères sur les mères noires ou Mhm. d'origine mexicaine, latine, tout ça. En France, je pense qu'on n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc, comment toi, tu t'es formée à ça? Parce que, ok, tu es malgache, mais t'es pas forcément maghrébine, t'es pas forcément la religion de tout le monde, donc Ouais. il faut que tu puisses t'adapter à tout le monde. Comment Mais t'as fait complètement. Mais en fait, ta formation? c'est OK de ne pas savoir. C'est ça, en fait, souvent. Alors, déjà, je vais en revenir sur une chose. C'est que beaucoup s'offusquent. Dernièrement, l'année dernière, il me semble, ou cette année, beaucoup se sont offusqués du fait qu'il y ait une liste de médecins noirs. Déjà, essayons de questionner pourquoi des noirs veulent aller voir des médecins noirs. C'est pas juste pour le fun. C'est parce qu'à un moment, ils se sont pas sentis écoutés, pris en compte, etc. C'est pas normal qu'à l'heure actuelle, des médecins ne sachent pas reconnaître une varicelle chez un enfant noir. Parce qu'ils n'ont eu que des photos ou des cas d'enfants blancs. On passe à côté de certaines choses. Et du coup, pour l'accompagnement, c'est la même chose. C'est OK de ne pas savoir. Dans ce cas-là, il faut questionner ou s'intéresser. Dans les métiers du care, là, il n'y a pas de. Une doula, elle n'a pas de notion scientifique à avoir, de notion médicale. Du coup, c'est juste s'intéresser à l'autre être humain, donner de la valeur à ses rites, ou même si je ne suis pas d'accord, juste les accueillir. C'est comme ça chez toi et c'est OK. Je m'intéresse. Oser poser des questions. Une femme blanche, tout comme une femme noire, peut tout à fait accompagner une femme maghrébine à partir du moment où elle ne va pas dévaloriser les rites de la femme en face. Oser dire, ah ouais, chez vous, vous faites ça, et du coup, après la naissance, tu vas chez ta mère. Mais du coup, est-ce que c'est bien? Comment tu le vis? Et ton mari, il vit comment? Sans jugement de valeur. J'ai pas besoin de te dire, ouais, mais du coup, ton mari, il doit se sentir délaissé. Ben non, on ne vit pas tous de la même façon. Ou Juste oser s'autoriser à poser des dire, questions. c'est génial de le faire comme ça, Mais oui, de et puis, valoriser aussi. et puis si je trouve pas ça génial, eh ben je le dis pas, mais je dis juste, ah, c'est comme ça. Et du coup, comment vit ton mari? Je m'arrête là. Fais gaffe, Dani, maintenant ils vont te griller tes patients, les femmes que tu accompagnes. Ah d'accord, c'est comme ça. Mais oui, mais c'est vrai. Mais en fait, ça peut paraître bête, mais on n'a pas besoin de tout connaître sur les cultures des gens. Moi, en effet, je m'y intéresse, mais c'est ce que je suis qui le fait. Parce que je t'ai dit que j'étais malgache, mais je suis aussi malienne et je suis aussi française. Et en même temps, j'ai des parents qui sont nés en Algérie. Donc, tu vois, je suis un peu au carrefour de tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je m'intéresse à tout. Mais même si on n'y connaît rien à ce qui se passe en Afrique subsaharienne, juste dire, ah, tu as été excisé, ok. Et du coup, comment tu le vis? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as envie d'en parler? Et en fait, on peut le respecter. Une femme, elle n'a pas forcément envie de parler de ça, mais juste le fait de ça, qu'elle nous ait dit, j'ai été excisée, déjà, elle nous a fait confiance, elle nous a confié quelque chose d'important. Et en plus, c'est un fait à prendre en compte parce que lorsqu'elle va enfanter ou dans sa sexualité, il y a peut-être des Hmm. répercussions. Hmm. Hmm. Ben, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout le travail que tu fais sur la lignée transgénérationnelle maternelle? Ouais. Quel impact ça peut avoir? Pourquoi c'est important de questionner sa maman ou ses grands-mères si elles sont encore vivantes ou les tantes? Qu'est-ce que ça apporte d'aller, comme tu disais tout à l'heure, creuser? Tu faisais le Ouais, le geste, on geste en pouvait même pas temps, voir, ouais, mais exactement. ouais, Euh, d'aller voir ce qui se passe derrière. alors, pourquoi je m'y suis intéressée? Premièrement, parce que moi-même, ça a eu un impact sur moi. Euh,
Tu sais, je suis devenue doula, mais je le suis aussi devenue parce que j'avais certains traumas dans le passé, dont de la tocophobie. J'avais très peur d'accoucher, Hmm. voilà, et c'était une peur viscérale. Enfin, tu ne peux pas dépasser ça. C'est en toi et puis tous tes membres, voilà, ça te prend, ça prend ton être entier. Et en fait, j'ai voulu aller visiter ça, comprendre d'où ça venait. Et, euh, et ma mère était à Madagascar sage-femme. Et elle a eu elle-même ses propres traumas qu'elle a hérité de sa mère aussi. Et du coup, déjà, ça a allumé un petit peu une petite lanterne chez moi. Je me suis dit, en fait, on est en train de reproduire chacune à sa façon un même, euh, un même fait, mais sous différents aspects. Et du coup, les femmes que je rencontre aussi, je leur pose la question, comment tu es née? Je pose aussi la question au papa, comment tu es né? Parce que, mine de rien, on s'intéresse à ce que vit la maman, mais le papa aussi, il a Ah, c'est vécu une vrai. naissance, la sienne. Souvent, ils savent pas en plus. Et alors c'est ça déjà. Et le fait d'aller questionner ça, ça va déjà nous repositionner par rapport à notre propre vision de la naissance. Tu as des hommes, des futurs pères, ils pensent que la naissance c'est facile, finger in the nose, parce que leur mère, elle leur a jamais rien dit. Mais déjà que tu ailles voir que ta mère, elle a vécu hyper positivement la naissance ou négativement, déjà ça t'apporte quelque chose. Et puis ça te permet de comprendre comment tu es né et ce qui a manqué à ta mère pour pouvoir peut-être l'apporter à ta compagne ou pas. Et puis, il y a des casseroles, on a beau travailler sur soi-même, certaines personnes suivent des thérapies, prennent soin d'elles, tu vois, mais elles n'arrivent pas à dépasser certaines choses. Parce qu'il y a des traumas qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est un fait, on n'y peut rien. Euh, il y a des traumas féminins, alors chez les femmes d'origine d'ascendance africaine, qui la peur de mourir en couche, la peur qu'on te prenne ton bébé, la peur. Ma mère, elle a été attachée pendant son accouchement, Ah. attachée. Hmm. Qu'est-ce que ça a réveillé en elle? Aujourd'hui encore, elle en parle. C'est douloureux. Et puis sa mère, elle a vécu d'autres traumas qui s'en rapprochent un peu. Et mine de rien, Donc ta pourquoi? tocophobie, elle vient pas de nulle part. Elle vient pas de nulle part, elle vient pas que de Hmm. moi. C'est pas uniquement parce que j'ai entendu que ça pouvait faire mal, etc. Non, c'était vraiment viscéral et j'avais beau mentaliser, intellectualiser et me dire mais non, mais oh t'abuses, non, non, non. Ben c'était, j'ai envie de dire, c'est mes cellules qui en étaient imprégnées. Je pouvais rien y faire jusqu'au jour où j'ai pacifié ce qui s'est passé avant mon arrivée sur Terre. Ça semble un peu perché comme ça, mais c'est juste le fait d'en parler euh, et, euh, et de dire, de légitimer mes peurs en fait. J'ai pas peur pour rien. J'ai peur parce qu'il est arrivé ça. Mais de nos jours, ça n'arrivera plus parce que ta. De donner des solutions à ces peurs pour guérir Et, ce dont j'ai hérité. je crois que tu as fait la formation de Lise Bartoli, c'est ça? Et Oui, oui, tout qui a à fait. écrit un livre, Dis-moi comment tu es né, je te dirai Oui, qui mais c'est tu es, vrai, complètement, qui est complètement. génial pour arriver un peu Ouais, à comprendre à conceptualiser ce que tu viens de dire ouais, sur un tout livre. à fait. Oui, Parce que parce que j'ai été ça. formée en hypnonatal et du coup, c'est là que j'ai compris aussi que on a ce qui est conscient. Alors moi, je sais que moi, j'ai vécu ça ou ma famille a vécu ça, mais il y a des choses aussi qui sont bien logées à l'intérieur dans Hmm. l'inconscient. Et du coup, ça, on les maîtrise pas. Et puis ça rejoint la science parce que on le redira jamais assez. L'épigénétisme, Mais oui, c'est le fait de pouvoir exactement. faire changer ces gènes et voilà ce qui a été imprégné en nous peut transformer comment on est constitué génétiquement Tout à et fait. donc ça se transmet forcément. Après, une fois qu'on en a conscience, on peut le rechanger Ouais, différemment, ouais, mais donc c'est pas comme tu dis finalement si perché ouais, puisque ça s'explique dans complètement. nos gènes quoi. Et toi, j'imagine qu'es maman de fille. Tu Oui, dois aussi en avoir conscience pour tout leur à en fait, parler. exactement. Maman de fille, et voilà, il y a certains tabous que je ne voulais pas leur transmettre, certains traumas aussi. Euh, et ma mère a fait ce travail, elle aussi, à sa façon, en fait. On fait toutes du mieux qu'on peut au moment où ça se présente. Et
elle a fait sa part. À moi de faire la mienne et mes filles en feront ce qu'elles veulent et elles transcendront ça à leur façon. Voilà. Chacune fait sa part. Bon, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as la sensation qu'en 2021, les choses s'améliorent, que déjà les femmes prennent plus conscience que s'offrir, comme disait, un cadeau autour de la périnatalité, c'est important, et qu'il y a une prise de conscience quand même sur le racisme ambiant dans la maternité et parentalité qui est là et qu'il faut combattre? Est-ce que tu as la sensation que ça bouge un peu? Alors, au contact des femmes et des familles que j'accompagne, oui, j'ai l'impression que ça bouge et du coup, ça me rend positive. Je suis enjouée, je me dis: «Ah ça y est, on se réapproprie le power» et ça y est, les femmes, qu'elles soient noires, blanches, asiatiques ou autres, elles se lèvent. Elles se lèvent pour elles-mêmes, en fait. Et puis après, le soufflet retombe quand j'entends certains récits. Et du coup, j'essaye de pas nourrir cette part d'ombre là qui vient de temps en temps en disant oui, moi il m'est arrivé ça et puis tu sais, Dani, on a beau avoir préparé le projet, ben en fait il s'est passé ça. Ben, ça fait partie de la vie, malheureusement et heureusement aussi. Les choses changent, mais elles changent d'un point de vue micro. N'attendons pas, et ça c'est mon point de vue, il reste personnel, n'attendons pas de changement macro. C'est un leurre de se dire que la société va changer. Non, des personnes vont changer. Et ces personnes vont impacter leur entourage et d'autres personnes à nouveau vont faire leur part, etc. En mode petit colibri. Mais, ça va partir du micro pour le macro. Exactement. Ouais. Mais d'un point de vue sociétal, non, il y a toujours cette hypocrisie, cette politique de l'autruche. Et en plus, ne l'oublions pas, il y a des paradigmes, comment dire ça. Le monde médical, c'est assez dogmatique et corporatiste. Il y a des super professionnels de santé, ça je tiens à le rappeler, mais il y a cet effet de groupe qui fait que même s'il y a eu un événement anormal, on camoufle un peu parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse sombrer tout le groupe. Et tant qu'il y aura ce mécanisme-là, en fait, on n'acceptera pas de se regarder soi-même dans la glace et de changer le cours des choses. Petit à petit, ça change. Oui, exactement. Mais ça c'est les femmes qui vont changer la façon dont elles seront prises en charge. N'attendons pas de changement collectif sur la prise en charge des femmes tout court, ou des femmes maghrébines, ou des femmes noires, ou des femmes d'Amérique latine, etc. Attendons que des femmes se lèvent et qu'elles se entre guillemets, qu'elles se battent pour elles-mêmes. En se réappropriant des connaissances, en se réappropriant leur corps et du coup leur pouvoir de décision. Mais ça, c'est beau, tu vois. C'est un beau message de fin. Ouais. Merci beaucoup, Dani, pour ton temps. Et bien, merci à toi. D'avoir accepté. C'était hyper enrichissant d'avoir ton point de vue et de comprendre ta façon à toi d'accompagner les femmes. Ouais. Et j'espère que toi, petit colibri, ça va faire aussi plein d'autres. Oui, complètement. Et on continue à semer. Et puis toi aussi, au travers de tous tes podcasts, de tout ce que tu fais au quotidien. Merci. À très vite, salut. Merci beaucoup. À bientôt. C'était Dani Yukudogbe, doula et sophrologue. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles, ça aide ce podcast à se faire connaître. Vous pouvez également aider à développer ce podcast en vous rendant sur la page de Patreon /Clémentine Sarlat pour porter ce projet un peu plus loin chaque jour. Merci d'être aussi présent et toujours là pour écouter ce podcast. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.